Bonjour, bienvenue sur Morning Data Chat, des conversations d'experts sans artifice. Chaque semaine, des décideurs data et IA racontent comment ils transforment leur organisation. Aujourd'hui, j'accueille Jean-François Guillemard. Bonjour Jean-François. Bonjour Emmanuel. Jean-François, tu es Chief Data and AI Officer de Accor, du groupe Accor. Ça fait 3 ans que tu as ce job. Qu'est-ce que ça signifie d'être à ce job pour Accor ? En ce moment, c'est un job passionnant parce qu'on est dans une actualité où il y a énormément de choses autour de la data, de l'IA. J'ai une équipe vraiment au top. On a des technos qui sont à l'état de l'art. Et donc, c'est déjà un super job avec beaucoup de challenges, mais aussi une vraie actualité passionnante. Alors, tout le monde connaît Accor parce que la marque est forte. Le groupe est au CAC 40. Qu'est-ce que ça signifie d'utiliser la data chez Accor ? En quoi c'est aligné avec la stratégie d'Accor ? Alors déjà, je pense que c'est important de repréciser qui est Accor aujourd'hui, parce qu'on connaît beaucoup Accor à travers ses marques iconiques qui étaient Novotel, Sofitel, Ibis, etc. Mais c'est quand même un groupe qui a profondément changé il y a quelques années avec un passage dans un modèle asset-light. Qu'est-ce que tu appelles asset-like ? Ça veut dire qu'on n'est plus propriétaire des murs des hôtels. On est passé dans un modèle qui est beaucoup plus un modèle de franchisé, éventuellement de manager. Mais donc, du coup, on est vraiment... les hôtels sont désormais aussi nos clients. On a des clients qui sont les guests qui viennent dans nos hôtels, nos membres aussi de notre programme de fidélité dont on reparlera au Accor. Et tu évolues vers un business proche d'Airbnb alors ? Non, c'est quand même très différent. Aujourd'hui, on a des hôtels qui proposent des chambres, qui sont vraiment associés à des marques qui sont très fortes. Aujourd'hui, on a plus de 45 marques dans le groupe Accor qui vont de ce qu'on appelle l'économie jusqu'au vraiment premium ou au luxe ou au lifestyle, qui est encore un autre style d'hôtel sur lequel on est, le segment du luxe et du lifestyle qui s'est considérablement développé chez Accor, où on va retrouver des marques comme Raffles, Fairmont, Mama Shelter, pour ceux qui connaissent plus en France. Et donc, c'est un secteur sur lequel on est aujourd'hui leader mondial sur le luxe et lifestyle. Donc, en gros, vous évoluez vers un business plus de plateforme. Et alors, c'est là où on imagine que la data va avoir un rôle à jouer, parce que dès qu'on parle de plateforme, on met en relation des gens qui demandent un service et des gens qui fournissent un service. Et c'est là où la data intervient, j'imagine. Ou alors le search, j'imagine, la capacité que peut offrir Accor pour les gens qui cherchent des hôtels à trouver le bon hôtel, la bonne chambre. C'est ça qui est le nerf de la guerre ? Alors, la data, elle est déjà très importante parce que de plus en plus, nos guests, ils cherchent une expérience hyper personnalisée depuis le moment où ils cherchent un hôtel jusqu'à la fin du séjour. Pendant le séjour, ils ont besoin d'expérience. Ils ne voyagent plus comme on voyageait auparavant, où on avait une marque préférée. Et puis, aujourd'hui, ils vont avoir envie de savoir que si j'ai 4 enfants, j'ai pas envie à chaque fois de repréciser à l'hôtel que j'ai envie d'un lit bébé dans la chambre, que j'ai envie d'une chambre communicante pour pouvoir mettre mes enfants à côté de moi, etc. Donc c'est important d'avoir ces datas-là et aussi de le faire dans le respect évidemment de la confidentialité et des règles que nous impose le RGPD, etc., qu'on applique de façon native. Donc voilà, ça c'est des enjeux qui sont très forts pour nous chez Accor sur la data. On retrouve à la fois l'exigence et le challenge de pouvoir utiliser ces datas dans la personnalisation, mais tout en respectant les règles légales. Et donc, depuis quelques années, avec l'avènement de ChatGPT, on a des capacités technologiques qui nous permettent de maîtriser le langage naturel. Ce langage naturel, c'est un moyen, si on arrive à l'exploiter correctement, de comprendre le besoin de ses clients et derrière de les transformer sur des caractéristiques techniques. Typiquement, je reprends l'exemple que tu citais, je suis une famille de 4 enfants entre 0 et 10 ans. Naturellement, je comprends que j'ai besoin de chambres communicantes et de lits de bébé. C'est ça, en fait, que vous mettez en place aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a la personnalisation, qui est très importante, mais il y a aussi, effectivement, et c'est quelque chose qui est un switch qui est en train de se faire, qui est très important, qui est la bascule dans les modes de recherche, et ça va de pair avec la personnalisation, bien sûr. On observe de plus en plus une bascule de la recherche traditionnelle qui était dans Google, où on maîtrise bien tous les processus de type SEO qui permettent d'acheter des mots-clés, de s'assurer que les hôtels Accor sont bien positionnés dans les recherches des clients. On bascule vers un modèle de recherche qui est beaucoup plus conversationnel, surtout dans le travel et l'hospitality,
où souvent la recherche d'un voyage ou la réservation d'un hôtel commence par se demander où est-ce que je vais aller aux vacances prochaines. Je cherche une destination où il y a de la plage, des cocotiers, il fait chaud, mais je veux pas être trop loin de Paris, etc. Depuis cette inspiration où le conversationnel est très fort jusqu'à la réservation d'hôtel, de plus en plus, nos guests, nos membres, y basculent vers une recherche à travers le conversationnel, directement dans ces moteurs comme ChatGPT, Perplexity, DeepSeek pour la Chine, etc. Donc ça, c'est le sujet qu'on va creuser, le search. Et du coup, comment vous faites en fait chez Accor? D'abord, quand est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez attendu que les solutions, je sais pas moi, atterrissent un peu ou gagnent en maturité? Ou alors est-ce que dès 2022, 2023, vous avez commencé à faire des choses? Alors oui, je crois que ChatGPT sort fin 2022. Nous, on avait beaucoup de chance. On avait une équipe qui était déjà beaucoup sur les sujets IA générative, notamment la partie image. Et du coup, très très tôt, on a commencé des expérimentations sur le conversationnel. On a sorti un premier, ce qu'on avait appelé à l'époque un travel assistant. Aujourd'hui, on parle de travel concierge parce qu'on va beaucoup plus loin, qui essayait d'aider à la recherche d'hôtels, à la réservation en mode conversationnel. Vous l'aviez mis en prod ? Alors, on avait une bêta qu'on avait sortie sur 2 pays et sur un nombre d'utilisateurs, en mode vraiment A/B test. Et ça, c'était début 2024, donc on était assez tôt. Et en fait, les usages n'avaient pas encore basculé chez nos clients. Ouais, donc les gens mettaient des mots-clés, j'imagine, c'est ça voilà, exactement. Ouais. Encore des mots-clés, et puis beaucoup plutôt de conversations autour de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire le support, poser une question sur, est-ce que l'hôtel a un parking, etc., qui n'était pas exactement ce en quoi on avait préparé notre travel assistant. Et du coup, il est toujours live, ce travel assistant, ce travel concierge ? On est reparti sur nos tablettes pour se dire, OK, c'est quoi demain l'expérience qu'on va vouloir offrir à nos clients qui viennent sur nos canaux directs ? Est-ce qu'elle est conversationnelle, jusqu'où elle va, etc. Et donc, on est reparti dans une phase vraiment avec nos métiers, avec nos équipes de design, avec notre équipe innovation, pour vraiment repenser tout ce modèle conversationnel. Voilà. Et puis aussi pour commencer à se dire qu'une partie du sujet, il est en amont de nos canaux directs, c'est-à-dire directement dans ChatGPT, dans Perplexity, etc. Et donc c'est ça qui nous a amené notamment à envisager, en plus de solutions conversationnelles qu'on exposera et qu'on est en train de finaliser. On a des premières versions, mais on a encore plein de choses qui arrivent, qui est de travailler sur d'autres approches qu'on voudrait exposer directement dans les canaux conversationnels, ChatGPT, Perplexity, etc. Mais pourquoi vous n'avez pas continué sur le care ? Parce que tu pourrais te dire, finalement, le client, c'est lui qui a raison, en fait. Les questions qu'il pose sont effectivement les questions que la plupart des clients vont poser, donc je mets un coup d'accélérateur sur le care. Alors, c'est ce qu'on a fait, évidemment. Les premières solutions qu'on a sorties sont care, du coup, et sont autour de ce support. Ça demande quand même du travail. On peut penser que c'est facile, mais ça demande déjà à revoir la documentation sur laquelle on va appuyer les LLM internes, donc en mode RAG, donc, notamment. C'est ce que vous avez fait aussi ou pas ? Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, un programme de knowledge management, un peu. On voit beaucoup ce terme de knowledge management arriver dans les discussions avec les clients aujourd'hui en 2026, fin 2025, début 2026. Il est capital puisque la première version basée sur nos FAQ historiques qui sort début 2024 de mémoire, on voit qu'elle est de très bonne qualité par rapport à la documentation, mais qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la documentation elle est plus tout à fait à jour. Et en fait, nos agents humains ont une knowledge plus à jour, mais qui n'est pas forcément écrite dans les systèmes et dans la knowledge base. Et donc, le RAG ne peut pas inventer quelque chose qui serait pas documenté. Donc, très clairement, ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Depuis quelques mois, il y a ce nouveau protocole là qui est sorti, MCP. Je crois que vous avez testé des choses un peu autour de ce sujet-là, sur le search et puis sur les interactions conversationnelles. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu et quels sont surtout les apprentissages que tu as, les trucs durs, les trucs sur lesquels tu as... Alors, nous, donc déjà, MCP, on a tout de suite on est sauté sur ce nouveau protocole qui est sorti, je crois, mars 2025. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble peut-être un tout petit peu avant. Peut-être un peu avant. Puisque dans nos premières expérimentations de Travel Assistant, en fait, une des premières méthodes qu'on a testées dans l'équipe, c'était d'essayer de trouver comment expliquer au LLM comment appeler nos API internes.
Pourquoi ? Parce qu'on voulait absolument garantir que quand on propose un hôtel en conversationnel à nos clients, ils puissent jamais halluciner. Et donc, l'approche qui était d'appeler nos API, qui connaissent la disponibilité, les prix, qui vont ne ressortir que des hôtels existants et disponibles effectivement, c'est une excellente manière de se protéger des problèmes d'hallucination. Et je me souviens d'ailleurs que les premières utilisations de LLM, vraiment genre en 2023-2024, visaient à contraindre la sortie pour que la sortie du LLM sorte un JSON. Mmh. Et derrière, je prends le JSON et c'est ça qui fait mon appel API. C'est ça que vous avez testé ? Alors, avant MCP ? Nous-mêmes, c'était même... on essayait de faire en sorte que... Oui, exactement, c'est-à-dire de faire en sorte que le LLM produise un JSON au format de nos entrées d'API, d'accord ? En lui disant, par exemple, le premier paramètre, ça va être des villes. Voilà toute la liste des villes possibles qu'on connaît et essaye de deviner dans la requête du client quelle ville il faut passer en entrée de ce paramètre de l'API, par exemple. Et en fait, ça, c'est exactement ce que fait MCP, puisque le MCP, pour expliquer à tout le monde, c'est donc une manière de venir documenter les API qu'on veut exposer directement au moteur LLM, mais en expliquant au LLM comment il faudra l'appeler. Et ensuite, le LLM se charge de comprendre comment utiliser cet outil, il va venir lire la documentation qui vient avec, et il devient capable d'appeler l'API par lui-même. Et donc, c'est un excellent moyen, en fait, de mettre à disposition son inventaire directement dans les moteurs LLM avancés et généralistes. Et ça, parce qu'en fait, on pourrait se dire aussi, finalement, à quoi bon MCP ? On aurait pu continuer à demander au LLM d'écrire le JSON. Le côté discovery du MCP, c'est vraiment c'est un changement fondamental dans la capacité d'interagir en langage naturel avec des API ? Alors oui, je suppose qu'il y a eu aussi des optimisations dans les LLM et que les versions qu'on utilisait en 2023, 2024, aujourd'hui, elles sont bien plus prêtes pour ce type d'usage. Mais je pense aussi que le protocole, il vient avec tout un tas de bonnes pratiques qui permettent de l'exploiter pleinement. Aujourd'hui, les résultats qu'on a avec des MCP dans Claude, dans ChatGPT, Perplexity, etc. sont vraiment excellents. Voilà. Après, il faut faire attention quand même que on a des meilleurs résultats si on ne prend pas les API qui existent de façon systématique en les exposant sur des MCP. On a beaucoup travaillé sur le fait de réduire, par exemple, le nombre d'outils qu'on va mettre à disposition du LLM. Le nombre d'API, tu veux dire Voilà, le nombre d'API, si on continue la correspondance, et de faire en sorte que ce soit plutôt le MCP qu'on expose qui s'occupe d'appeler les API internes et de faire l'orchestration. Et donc d'exposer le moins possible de MCP et le moins possible de paramètres. D'accord, donc tu mets de la logique métier dans le MCP. C'est-à-dire que c'est le MCP qui dit, tiens, si on prend un exemple, quelqu'un cherche un hôtel en Italie pour 4 enfants. Tu préférerais avoir un serveur MCP qui sait gérer le lieu, le type d'hôtel et le type de chambre, plutôt que 3 serveurs MCP, 3 services MCP, 3 tools MCP qui seraient chacun responsable d'une des problématiques. C'est ça ? Alors, c'est toute la difficulté, et je pense que ça passe un peu par essai-rejeu à chaque fois, hein, et on parlera peut-être des tests et de la manière de faire de l'A/B test sur ces sujets, qui est clé, je pense, puisque c'est en essayant qu'on voit la bonne combinaison. Plus on va proposer des outils un peu larges, plus on laisse le LLM par lui-même diriger la conversation, et donc on a une conversation qui est beaucoup plus ouverte, qui peut aller chercher sur le web des compléments, etc. Mais qui peut dériver. Et donc, nous ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que plus on met de tools différents dans la main du LLM, les risques de baisse de qualité croissent logarithmiquement. Et de la même manière... Et pas exponentiellement, c'est ça, voilà. Logarithmiquement, c'est-à-dire pas trop. Voilà, un peu, mais pas trop. Alors, c'est quand même suffisant pour qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et de la même manière, si on met trop de paramètres dans un tool, là, la croissance, elle est linéaire. Donc, c'est des choses qu'on essaie de prendre en compte. Peu de tools quand même, mais sans que ce soit non plus trop cadré, parce que sinon, on perd en capacité à s'adapter à la conversation. Voilà. Aujourd'hui, nous, je crois qu'on a 2 tools dans les dernières versions chez Accor. Et effectivement, du coup, on met une partie de la logique dans le MCP. Et on a commencé à mélanger, c'est là qu'on a les meilleurs résultats aujourd'hui, une logique d'appel API au sein du MCP
et de RAG. C'est-à-dire que, par exemple, on va chercher les informations sur nos hôtels, etc., en mode RAG, et on appelle les API, et tout ça, c'est packagé dans un tool MCP. Voilà. Comment tu testes Parce que, en fait, là, c'est toujours la difficulté. On est dans le langage naturel, les choses comme ça, la personne pose des questions, et en gros, si moi je dis je veux un hôtel en Italie pour 4 enfants, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il peut me trouver un truc à Milan ou en Sicile. Comment tu fais pour tester ces choses-là ? Alors, ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes, et puis en plus, on peut à un moment T, avoir une solution qui marche, et puis tester de nouvelles choses. Et il faut très rapidement, avec toute la complexité du conversationnel possible, regarder si la nouvelle version qu'on sort, elle est mieux ou elle est moins bien que celle d'avant. Et donc refaire faire par des humains plein de tests, c'est pas possible. Donc on est obligé d'automatiser un peu tout ça. Et comme en plus il y a toute une phase de découverte, on apprend en marchant, il faut automatiser et avoir des outils. Donc, nous, on s'est appuyé sur un outil qui s'appelle Grizzly notamment, qui nous a beaucoup aidé pour faire cette automatisation de tests. Donc Grizzly, c'est open source, Grizzly ? Oui, c'est open source, on l'a implémenté pour typiquement optimiser un peu la manière dont on appelle sémantiquement les MCP, pour optimiser la documentation des tools aussi, et faire un peu de l'itératif là-dessus, regarder les documentations qui marchent le mieux, pour essayer d'objectiver les problèmes de date aussi, parce que c'est une petite anecdote, mais par exemple, la plupart des LLM aujourd'hui, quand on leur dit aujourd'hui, pour eux, c'est la date du cut-off de leur apprentissage. Et donc, c'est des choses qu'il faut avoir vues. Et donc, intégrer dans tes protocoles de test, dans un outil comme Grizzly, par exemple, de façon systématique, tous ces tests sur les dates, c'est hyper important, puisqu'en plus, quelque chose qui peut marcher en janvier ne va plus marcher en décembre, parce que les réservations qui viennent, c'est sur l'année d'après. Donc, quand tu vas chercher janvier, par exemple, ça marche bien quand tu es en janvier 2025, mais si tu approches décembre, il ne faudrait pas qu'ils te choisissent janvier 2025. Ouais, 25. C'est ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, ça, c'est génial, des petites complexités qu'il faut anticiper et tester. Donc ça, c'est génial sur MCP. Et donc, début octobre, il y a eu la sortie des apps par OpenAI. Ça, c'est des choses que vous regardez, j'imagine ? Évidemment, très important. Donc, c'est l'exploitation des dernières implémentations du protocole MCP dans toute son étendue, y compris dans la partie rendering UI. Donc, on peut aller au-delà d'un appel API traditionnel qui renvoie à un JSON, par exemple, ou une conversation. On va jusqu'à être capable de renvoyer une IHM, et donc de pouvoir intégrer cette IHM dans ChatGPT en l'occurrence. Et donc le potentiel, il est juste très important, puisque ça va permettre demain à quelqu'un qui aurait accès à une app de pouvoir réserver directement ou de chercher son hôtel, et éventuellement demain réserver si les solutions de paiement, d'authentification sont là. Alors ça, c'est la fin du processus, authentification de paiement. Aujourd'hui, comment on fait ? Il y a des solutions pour ça ? Alors aujourd'hui, au moment où on enregistre, là effectivement, commence à y avoir des solutions sur la partie paiement. Stripe et OpenAI ont sorti un protocole pour pouvoir faire du paiement avec une génération de liens. Il y a Google qui sort encore quelque chose d'autre. Le protocole AP2. Voilà. Donc, on va voir ce que tout ça donne. Après, évidemment, c'est des sujets sur lesquels la sécurité est hyper, hyper important. Et du coup, il faut qu'on teste tout ça, il faut qu'on soit compatible avec toutes les normes PCI, etc., etc. Et ça, ça va prendre encore un peu de temps avant que, à mon avis, ça soit généralisé. Ouais. C'est certain. De la même manière que l'authentification, où aujourd'hui, on arrive à authentifier qu'un système. Quel est le système qui appelle MCP ? Mais savoir que l'utilisateur dans ChatGPT qui appelle notre MCP, c'est Jean-François Guillemard qui a le numéro de membre X, ça, c'est encore des complexités qui sont en cours de... c'est plus qu'une complexité, c'est que c'est extrêmement fermé par OpenAI, si je comprends bien. C'est-à-dire que toute la navigation de l'utilisateur dans ChatGPT, Accor ne le voit pas. On va voir, puisque ça fait partie des choses qui, dans les apps, semblent s'ouvrir. Et je pense que ce serait la logique demain qu'on puisse aller au-delà d'outils qui soient dépersonnalisés. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, le provider LLM, le client et le fournisseur d'outils, de pouvoir aller jusqu'à une démarche personnalisée. Donc je pense que c'est juste une question de temps, et après il faut que ça respecte évidemment la GDPR, etc. C'est quand même des choses très importantes, puisque c'est à partir du moment où on authentifie,
on fait transiter de la donnée personnelle particulièrement sensible. En fait, il y a des sujets nouveaux parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans le fonctionnement actuel des apps, c'est l'utilisateur qui décrit de façon explicite l'app qu'il veut utiliser. Exactement. Demain, on peut imaginer qu'il y a une couche supplémentaire dans laquelle c'est OpenAI qui décide s'il va sur Booking, Expedia ou directement sur Accor. Peut-être, on verra. Après, on a quand même des expériences du passé, puisque quelque part, c'est un peu un mécanisme qui ressemble à celui de l'App Store sur un iPhone, où quelque part, c'est l'utilisateur qui choisit les apps qu'il veut mettre sur son iPhone. Moi, personnellement, je prends le pari que OpenAI, Perplexity, Gemini pour Google, leur enjeu, c'est de sortir des solutions qui soient les plus efficaces et les plus intéressantes pour leurs utilisateurs. Et donc, garder la maîtrise de ce qu'on veut faire et de quel service on veut utiliser ou pas. Moi, en tout cas, en tant qu'utilisateur, c'est quelque chose que je voudrais avoir. Donc, je pense que ça restera sans doute à la main de l'utilisateur d'une manière ou d'une autre. Sans doute de la manière la plus lean possible et très conversationnelle, mais ça restera. Super. Écoute, Jeff, merci pour toutes ces anecdotes et ces informations sur MCP. On arrive à la fin de notre podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu voulais aborder ? Non, merci Emmanuel. C'est un sujet sur lequel je pense qu'on pourrait parler des heures parce qu'il est il bouge tous les jours. Il est hyper intéressant. On mêle la technologie, des changements de services, des changements de protocole, des nouvelles façons de penser notre go-to-market. Donc, c'est hyper intéressant. Yes, on va avoir beaucoup de choses à raconter en 2026 sur ce sujet-là, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site data-ai.theodo.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.